Bonjour, bonjour et bienvenue sur Investpreneur, le site des investisseurs et des entrepreneurs rentables. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale pour vous expliquer la réalité et le quotidien d'un investisseur et d'un entrepreneur qui veut vivre de ses revenus locatifs parce que moi dans mon exemple, comme je veux maximiser le cash flow, j'ai tendance un peu à lever les intermédiaires comme les agences que je trouve totalement incompétentes et totalement lentes et pas du tout donc réactives pour régler les problèmes. Du coup, on est en face à face avec les locataires, avec les divers intermédiaires pour les travaux, pour la gestion de notre activité. Chose tout à fait acceptable, comme moi je considère, mais je veux quand même vous mettre un peu les points sur les i pour que vous réalisez qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un investisseur. Et donc je vais vous faire une petite première vidéo pour vous présenter les surprises qu'on doit gérer lorsqu'on achète un bien dans le processus. On en fera une autre ensuite avec les aléas qu'on rencontre par la mise en location, notamment de par les travaux et la gestion d'intermédiaires. Et on va faire une troisième vidéo sur la gestion au quotidien avec les locataires. Donc, pour commencer les péripéties, il faut bien savoir que la vie d'investisseur n'est pas un long fleuve tranquille. Car à partir du moment où vous allez commencer à prospecter et notamment à acheter des biens, vous allez aller de surprise en surprise. Quelques exemples pour ma part. J'ai récemment acheté un bien et il s'avère qu'à la signature du compromis, on a identifié que ce bien en fait n'était pas une habitation, il n'avait pas une désignation d'habitation dans le règlement de copropriété. Donc évidemment, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. J'étais pas forcément assez rassuré pour signer, mais toujours est-il que j'ai signé le compromis en mettant des clauses suspensives pour que le vendeur fasse le nécessaire pour clarifier la situation avec la copropriété et avec l'urbanisme, parce que je ne voulais pas me retrouver avec un bien n'ayant pas la bonne désignation. 6 mois plus tard, j'aurais dû le revendre, j'aurais rencontré des problèmes, ou même pour amortir le bien, utiliser le MNP en meublé, j'aurais peut-être eu des questions de mon comptable. Alors je l'ai vérifié, il m'avait dit non, ok, c'est bon, ça passe, mais j'ai quand même voulu que le vendeur clarifie les choses, et donc on a mis des clauses suspensives. Ça a pris plus que 3 mois, ça m'a donné beaucoup de temps pour avoir mon prêt pour le coup, puisque ça a mis 6 mois, mais j'ai eu un écrit de la copropriété et un écrit de l'urbanisme qui clarifie que comme ça fait 10 ans que cet appartement est exploité en termes d'habitation, et le cadastre le reconnaît comme une habitation. Et donc les taxes foncières, tout ça, ça sera à l'avenir stipulé comme un appartement, donc à usage d'habitation. Donc grâce à la vente, on a un peu reclarifié la chose, mais j'ai dû travailler avec mon notaire et demander au notaire vendeur et au vendeur de faire le nécessaire pour faire les choses en bonne et due forme. Donc ça c'est une petite aléa, il n'y a rien de bien grave là de ce côté, mais il peut y avoir des situations un peu plus cocasses. Lorsqu'on prospecte, moi par exemple j'ai eu une autre situation où j'ai visité un bien avec une agence A qui était à 130 000 € pour vous donner les chiffres. Et puis quelques jours après, ce bien m'intéressait vraiment, mais l'agent immobilier me dit non, il n'y a aucune marge de négociation et tout, et je trouvais ça un peu bizarre. Du coup, j'attends, et le fait est que 2 jours après, je le retrouve, ce même bien, sur un autre site internet avec une autre agence. Et donc évidemment, je retourne faire la visite, et déjà il était un peu moins cher, il était à 128 000 €, et là l'agent immobilier me dit oui, on peut avoir peut-être un peu plus, donc en gros on comprend qu'il allait baisser sa commission, quoi. Et donc moi le bien me plaisait toujours, je fais une offre plus basse comme je l'avais bien compris, et il s'avère que cette offre est acceptée. Et donc super, magnifique, on signe le compromis, 3 mois passent, j'ai mon financement, et le jour arrive de la signature de l'acte. Et là, roulement de tambour, on a l'agence A, celle avec qui j'avais visité le bien en premier, qui se présente, qui se présente parce qu'elle a su du vendeur, comme le vendeur a mis deux mandats, il a dû dire à l'agence A, j'ai vendu. Et donc il a demandé, ok, quel est le nom, je peux savoir, parce que bon, on a fait quand même pas mal de visites, etc. Et quand il lui a donné le nom, ça lui a fait tilt, parce que j'avais signé un bon de visite. Et donc il a dit, mais on a visité avec monsieur Malengo. Et donc le jour de la commission, cette agence A,
fait des menaces au notaire, me fait des menaces à moi, comme quoi c'était pas normal, qu'ils devraient avoir leur part de leur commission parce qu'ils ont fait une partie du boulot, alors que non, et ces gens-là, ils ont simplement pas fait leur boulot, ils sont pas allés au bout des choses, et il a fallu les convaincre, leur expliquer à eux, professionnels, que le bon de visite qu'ils font signer, ça n'est en rien déjà légal, il n'y a aucune contrainte, ni aucun recours possible. En plus, ce bon de visite, il dit simplement que je n'ai pas le droit de passer en direct avec le propriétaire, chose que je n'ai pas fait. Et le propriétaire, lui, il avait mis en bien 2 agences à travers 2 mandats. Donc le bien était vraiment sur le marché ouvert. Et donc ils ont vraiment insisté et au final ils n'ont absolument rien eu, mais ça fait quand même monter un peu la pression le jour de la signature du compromis, quoi. Donc voilà quelques exemples qui peuvent mettre un peu de pression dans un autre style, mais tout aussi on va dire, rocambolesque. J'ai eu affaire à une autre, là c'est une autre agence qui m'a fait perdre vraiment un bon coup en fait, puisque j'avais un appartement qui me convenait totalement, qui était dans mes prix, dans mon mode d'exploitation, une très bonne affaire. J'avais 2 garages, enfin j'avais tellement bien négocié qu'il a fallu là aussi que la vendeuse en fait avait mis 2 agences sur le coup, et moi j'avais tellement bien négocié avec la première agence que le jour où on est allé signer le compromis, cette fois-ci, la deuxième agence a fait changer d'avis au vendeur en fait, en disant Monsieur Malengo, il achète à un trop bon prix, nous on va vous le vendre à un meilleur prix, et puis il n'est pas finançable. Alors je ne les connaissais pas du tout ces gens-là, mais ils ont vraiment mis le doute à l'agence, à la vendeuse pour retirer le bien de la vente de la première agence. Donc là, effectivement, j'ai rien pu faire, j'ai perdu le bien. J'étais vraiment déçu sur le moment. Mais voilà, quelques exemples de situations qui peuvent arriver lors de la négociation ou de la recherche du bien. Et j'ai un dernier exemple qui était assez, là pour moi, celui qui m'a embêté un peu vraiment le plus, que je garde pour la fin, c'est le jour, donc un autre appartement que j'ai acheté aussi. On a signé le compromis comme tout prévu. Dans ce compromis, aucune surprise, notamment en ce qui concerne les servitudes. Je vois qu'il n'y a absolument aucune clause de servitude que je dois respecter ou envers moi, ou moi que j'aurai envers quelqu'un d'autre. Tout va bien. Et le jour de l'acte, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pièces supplémentaires du coup au compromis qu'on avait signé. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait des servitudes. Alors, non pas à ma défaveur, mais à ma faveur. Et c'est moi qui ai la servitude, donc j'ai le droit d'aller chez le garage de mon voisin pour accéder à mon chauffe-eau. Et alors, la chose est faite, quand j'avais fait la visite, j'avais bien vu qu'il y avait un chauffe-eau dans l'appartement qui dessert du coup les salles de bain. Et puis l'agent immobilier ne m'avait pas dit qu'il y avait, parce que certainement il ne le savait pas lui non plus, qu'il y avait un second chauffe-eau qui desservait la cuisine. Et ce second chauffe-eau était localisé chez le voisin dans le garage au-dessous, parce que les vendeurs avaient vendu les 2 lots, le garage et l'appartement, en 2 fois, et donc ils avaient fait les choses correctement pour que l'acheteur du garage me donne la servitude pour que moi je puisse accéder à mon ballon pour ma cuisine. Chose que là j'étais vraiment contre, parce que si j'avais su, j'aurais certainement négocié différemment ou j'aurais peut-être pas signé. Et donc là je me suis retrouvé à devoir dire non, je suis désolé, moi c'était pas prévu comme ça, je signe pas. Et puis d'abord je serai même pas sur place, moi je n'envisage pas d'avoir à demander la servitude, à demander à ce que mon voisin soit disponible pour m'ouvrir si je dois accéder à mon ballon d'eau chaude. Donc là j'ai refusé, et l'agent immobilier tout affolé le jour de la signature vraiment de l'acte, les propriétaires aussi, bon on va s'arranger, écoutez on va faire des travaux, on va vous faire un devis. Et je dis non, moi j'ai mon artisan, mon budget est déjà défini, je veux absolument, non c'est mon artisan ou rien du tout. Donc le jour de la signature de l'acte, mon artisan se rend disponible pour aller dans l'appartement. Heureusement, le voisin du dessous était aussi disponible pour qu'il accède au ballon d'eau chaude. En 2-2, il nous fait vite un devis pour savoir combien coûterait le fait de mettre le ballon d'eau chaude dans mon appartement, qui avait été mis au-dessous parce que les vendeurs, pour un point de vue esthétique, ne voulait pas ce ballon d'eau chaude dans la cuisine. Mais moi je vais le coffrer, le faire bien propre, mais bien évidemment que je le veux dans mon appartement. Et donc j'arrive avec mon devis qui était de quelques centaines d'euros. Il était de 500 ou 600 euros.
elle est un peu moins que 600 exactement. Et au final, ce qu'on a fait, c'est que le notaire a réduit cette valeur de ce devis des frais de charge de copropriété et de taxe foncière qui devaient être proratisés ce jour-là. Donc au final, c'est le vendeur qui m'a fait un chèque que moi j'ai encaissé pour ses travaux. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on va de surprise en surprise quand on fait de l'immobilier et que surtout il ne faut jamais rien lâcher, toujours vous battre pour votre point de vue et aller au bout des choses, car au final c'est vous qui prenez les risques et l'idée d'être un investisseur rentable, c'est de ne prendre zéro risque, ou du moins de les provisionner autant que possible. Donc quand il y a des surprises, on prend du recul, on analyse les choses et on met en place des solutions pour les résoudre ou les provisionner au mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, je me ferai une joie d'y répondre personnellement. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.